L'écho des cœurs joyeux. Dans les couloirs animés de l'hôpital, là où les pas pressés des médecins croisent les sourires porteurs d'espoir des patients, une atmosphère singulière régnait en ce début d'après-midi. Les murs peints d'un blanc apaisant résonnaient des échos d'une conversation animée. Un oncle, investi d'une mission qu'il qualifiait lui-même de la plus haute importance, tentait de convaincre sa nièce Maude de la gravité de sa situation professionnelle. Le ton était badin, empreint de cette affection familiale qui rend chaque taquinerie précieuse. L'oncle affirmait avec solennité qu'il devait s'absenter pour accomplir un travail impliquant d'immenses responsabilités. Maude, habituée à ces élans d'exagération, ne pouvait s'empêcher de rire, voyant dans chaque parole une plaisanterie savamment orchestrée. Face à son scepticisme, l'oncle insista, expliquant que le poste qu'il occupait au sein de l'établissement exigeait une attention de chaque instant et qu'il ne pouvait pas la garder auprès de lui. Pour assurer sa garde, il avait fait appel à Sabri, un collègue qu'il décrivait comme une personne d'un sérieux irréprochable, capable de gérer toutes les situations avec un flegme exemplaire. La discussion fut interrompue par l'arrivée de Sabri, dont la simple présence apportait une touche de gaieté naturelle. L'oncle salua son ami avec un soulagement non dissimulé, le remerciant chaleureusement d'avoir accepté de rendre ce service. C'est alors que le regard de Sabri se posa sur le jeune Salem, un enfant au regard vif qui se tenait un peu en retrait. Sabri, avec sa spontanéité caractéristique, tenta de deviner l'âge du jeune garçon, évoquant d'abord 21 ou 22 ans avec une pointe d'ironie bienveillante. Le jeune garçon rectifia immédiatement, indiquant qu'il avait en réalité 9 ans. Sabri, sans se démonter, prophétisa avec humour que le baccalauréat ne serait donc qu'une formalité d'ici 2 ans. L'oncle, pressé par le temps et par ce fameux bureau qu'il devait impérativement ranger, prit congé en laissant les deux compagnons ensemble. Avant de franchir la porte, il crut bon de dispenser un dernier conseil de prudence, recommandant d'éviter les inconnus généreux dans la rue, faisant allusion à un certain monsieur Mimpel, avant de s'éclipser en esquivant les derniers commentaires. Resté seul avec l'enfant, Sabri décida qu'il était temps de trouver une occupation digne de ce nom. Il proposa une série de jeux de société et de divertissements insolites, allant de concepts inventés sur le pouce à des propositions purement fictives comme le poker des habilleurs ou des jeux de rôle farfelus inspirés de personnalités publiques. Face au refus poli mais ferme du jeune garçon, Sabri comprit qu'il fallait employer les grands moyens pour captiver son auditoire. Il décida alors de se lancer dans le récit d'une histoire, un art dans lequel il se considérait comme un maître incontesté. Pendant ce temps, dans une autre aile de l'hôpital, les dynamiques professionnelles suivaient leur cours. Un infirmier nommé Aimé, que certains appelaient affectueusement PH, discutait avec une jeune femme nouvellement arrivée dans l'équipe. Désireux de faire bonne impression et d'asseoir une autorité toute relative, il se présenta comme le véritable décideur des lieux, l'équivalent du directeur des ressources humaines de l'établissement. La jeune femme, touchée par tant de bienveillance apparente, le remercia chaleureusement pour son accueil et son soutien envers la jeunesse. La scène prêta à rire parmi les collègues témoins de la scène, notamment lorsque la directrice Clara fit son apparition, rappelant subtilement la réalité de la hiérarchie. Un malentendu comique s'installa alors concernant l'avenir professionnel de la nouvelle recrue, donnant lieu à des joutes verbales légères sur les critères d'évaluation au sein de l'hôpital, où l'humour servait de bouclier contre le stress quotidien. De retour dans la salle d'attente, Sabri avait entamé son récit, choisissant de revisiter à sa manière le grand classique de Blanche-Neige. Dans sa version hautement personnalisée, l'histoire débutait dans un château majestueux où une reine vaniteuse interrogeait un miroir magique. Le miroir, doté d'une répartie surprenante et d'une connaissance encyclopédique de la culture populaire, peinait à répondre aux exigences de la souveraine. Au lieu de confirmer la beauté de la reine, le miroir se mit à énumérer une multitude de célébrités contemporaines, affirmant qu'elles surpassaient de loin la beauté de la monarque. Excédée par cette insolence technologique et magique, la reine exigea de savoir qui était la plus belle du royaume. Le miroir finit par prononcer le nom de Blanche-Neige, déclenchant la fureur de la souveraine. La reine fit alors mander son plus fidèle chasseur pour lui confier une mission secrète. Elle lui ordonna d'emmener Blanche-Neige au cœur de la forêt magique afin de l'éloigner définitivement. Le chasseur, un homme pragmatique mais un peu confus quant aux détails de sa mission, s'inquiéta de l'impact émotionnel et physique d'une telle tâche sur la jeune fille.
Après des échanges teintés d'absurdité et de quiproquos mémorables, le chasseur accepta de s'exécuter, non sans avoir envisagé de chercher du pétrole pendant son voyage forestier. Le récit de Sabri transporta son jeune auditeur au milieu des arbres centenaires de la forêt magique, un lieu où la nature semblait s'animer d'un enchantement soudain. Blanche-Neige et le chasseur progressaient sous un soleil radieux, guidés par des panneaux de signalisation pour le moins anachroniques. Pris d'un doute sur le chemin à suivre, le chasseur utilisa toute sa diplomatie pour rassurer la jeune fille, bien que lui-même éprouvât une certaine appréhension face au bruit mystérieux des bois. Après avoir clarifié la situation grâce à une pancarte explicative, le chasseur prit la décision courageuse de laisser Blanche-Neige poursuivre son chemin en toute sécurité, prétextant des problèmes de réseau téléphonique pour s'éclipser discrètement. Fatiguée par cette longue marche, Blanche-Neige trouva refuge dans une petite demeure habitée par de grands nains de la forêt, que l'on appelait aussi les nains géants. À leur retour du travail, vers 5h15, les résidents découvrirent la jeune fille endormie. Une présentation haute en couleurs s'ensuivit, chaque nain dévoilant un trait de caractère unique et un prénom original, allant du nain espiègle au nain au prénom de Roger. L'accueil fut chaleureux, scellant une amitié immédiate basée sur le respect mutuel et la solidarité. L'histoire fut brièvement interrompue par le retour de l'oncle, toujours préoccupé par le rangement de son bureau et la gestion du courrier postal. Il tenta d'impliquer le jeune garçon dans ses tâches administratives, mais ce dernier exprima une nette préférence pour les récits captivants de Sabri. Les deux conteurs d'un jour reprirent alors le fil de la narration, ajoutant des rebondissements inattendus où intervenaient des reines déguisées en sorcières bienveillantes offrant des légumes d'automne et des chevaliers courageux bien qu'un peu timides, venus apporter une conclusion heureuse et pleine d'espoir à cette aventure moderne. Les péripéties se résolvèrent dans un éclat de rire général, démontrant que l'imagination et la bonne humeur demeurent les meilleurs remèdes pour embellir le quotidien et fortifier les liens du cœur. Chaque personnage de cette joyeuse troupe trouva ainsi sa place, que ce soit dans l'univers fantastique du conte revisité ou dans la réalité réconfortante de l'hôpital, prouvant que la gentillesse, l'entraide et l'humour partagé constituent les valeurs les plus précieuses d'une communauté unie et épanouie.